8h24. On est pas mal. On est pas mal. Ouais. Écoute, ce sera une première pour moi. Donc je t'ai dit, j'ai déjà enregistré un épisode entier avec ce micro tout seul. Donc ce sera la première fois que je fais à deux avec ce micro. On va bien se rapprocher Ouais, ça sera de la cible. ça va être intime comme épisode. Est-ce que t'as tout ce qu'il faut? Bah oui, j'ai de l'eau et j'ai ça au cas où. Des petites notes J'ai au pris cas des où. petites notes. C'est très. Pas trop que je les bouge, ça va faire du bruit dans le micro. C'est très aléatoire, tu vois. J'ai eu des gens qui sont arrivés. Je sais pas si elle écoutera cet épisode, mais Marie, avec qui j'ai fait un épisode sur les compléments alimentaires, qui est vraiment arrivée avec les fiches Bristol, Stabilo, tout comme à l'école, tu vois, incroyable. Ouais. Et après, j'ai eu des pieds sur la table et tout, donc il y a plein Bah de... moi, le premier que j'ai enregistré, j'avais écrit plein de notes, j'ai rien regardé. Donc, Ouais. tu vois. C'est bon signe. Ça veut dire que t'étais dans la conversation. C'est donc juste, bon signe. oui. Faut juste que je fasse attention aussi. De pas dire de bêtises. Non, pas faire de bruit avec les feuilles, parce que je sais que ça Ah s'entend oui, sur un petit... Oui. aussi. Ok. Mais bon. C'est le 81e épisode de What the Hell. Ouais, on a dépassé les 80. On va passer un bon moment ensemble, une petite heure. Est-ce que tu écoutes des podcasts, toi? Oui. Je pose la question à chaque fois. Ouais. Et j'aime bien savoir dans quel team tu te places. Est-ce que tu es... parce que tu m'as dit que tu faisais triathlon, aérox, etc. Ouais. Est-ce que tu fais pendant le sport, bouchon, tâches ménagères? C'est quoi le... Oui, tu demandes toujours ça au début. Je Tu vois, pose- j'écoute tes Ah, podcasts. c'est bien hein. Je pose cette question à tout le monde, ça m'intéresse de savoir. Les sorties longues, souvent je mets un podcast. Course, Parce vélo? que course. Ouais. Vélo, non, parce que je trouve ça dangereux. Mais maintenant, j'ai acheté ça, les nouveaux écouteurs. Ouais. Donc, je vais tenter ça la prochaine sortie vélo. Mais je t'avoue que je boude un peu le vélo en ce moment. Ah donc, bah, oui, voilà. oui. Donc, sport. Et après, transport en commun. Ouais. Genre, quand je prends le train ou l'avion, je fais ça. Genre là, tu vois, je vais partir en Amérique du Sud dans 10 jours. Trop bien. J'ai 13 heures d'avion. Ah ouais. Je pense que je vais télécharger beaucoup Là, tu d'épisodes. peux faire pas mal de podcasts. Ouais. Et pas trop dans ma voiture, par contre. Ok. Ouais. Ok. Vélo, j'ai un peu ça aussi, moi, le côté un peu dangereux des écouteurs. Ouais. Ou, surtout les écouteurs qui vraiment coupent le bruit autour. Ouais. Où tu dis, putain, j'entends pas les voitures. Donc, soit tu passes ton temps à te retourner, mais bon, au bout d'un moment, chiant. Soit tu as la chance de rouler sur des pistes cyclables où il n'y a personne. Et Ouais. comme ça, pourquoi pas. Donc, Mais ouais, sinon, c'est vrai que tu veux faire un peu de route, un peu de chemin et tout, c'est vite un peu dangereux, quoi. Exactement. Ok, bon, ça m'intéresse d'avoir ce point de vue-là. Je pense un jour, je vais faire un schéma avec le pourcentage des gens qui écoutent des épisodes en voiture, qui écoutent des épisodes Ouais. en faisant du sport. Du coup, vous avez entendu que je suis pas tout seul aujourd'hui, donc je suis avec Léonore. Comment tu te présentes, toi, quand on te pose la question? Mon métier ? Ouais. Alors, je suis diététicienne, nutritionniste du sport et tabacologue, Très bien, globalement. clair. J'ai ces 3 casquettes-là. Ok. On m'a dit que mes intros étaient trop longues. Alors tu vois, je vais droit. Je suis Maintenant, efficace. je vais plus droit au but. C'est vrai, je prenais le temps avant. Moi, j'aimais bien. Tu sais, on a 1 heure, on prend le temps, on discute. C'est pas un format, on n'est pas sur France 2. T'as 3 minutes point. Moi, si l'épisode il fait 57 minutes ou 1h04, ça me change rien, tu vois. Donc moi, j'aime bien. Je prenais le temps dans mes intros. Et puis on m'a dit, ah Victor, tes intros sont trop longues. J'ai dit, bon bah tant pis. Du coup, je me fais cuter mon intro. Bah, quoi. voilà, du coup, je suis obligé de. Voilà. Ok. Comment est-ce que tu en es arrivé à ça? Comment est-ce que tu arrives à ces 3 casquettes? Alors, la diététique, c'est très drôle parce qu'on me pose souvent la question et je réponds toujours la même chose, c'est grâce à ma maman. Ok. C'est-à-dire que moi, j'étais basketteuse de haut niveau. Ouais. Et comme beaucoup, je Quel pense... alors moi, j'ai fait dans le sud-est, vers Lyon et après vers Limoges. Ok. Et j'ai fini sur Anglette. Et comme beaucoup de sportifs et sportives, on veut travailler, je pense, globalement dans la santé, la médecine, les kinés ou le sport ou être coach, etc. Donc au début, je voulais faire kiné. Enfin non, je voulais faire médecine. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas possible. Kiné, j'ai passé ostéo, tout ça. Et en fait, je suis sortie de mon centre de formation, je suis sortie de mon bac. Je savais pas quoi faire. Je voulais faire du basket. Ouais. Mais je sais qu'il fallait faire des études à côté. Et du coup, j'ai fini en fac de bio. Ok. Pendant 1 an et demi, j'ai arrêté parce que ça m'a pas plu. Donc pendant 6 mois, j'ai fait que du basket. Je me suis rendu compte que faire que du basket, ça ne m'allait pas non plus. Il me fallait un échappatoire. Et en discutant pour reprendre des études, je voulais des études courtes dans la santé.
Et en discutant, c'est ma maman qui m'a dit bah écoute, moi je te verrais bien là-dedans parce qu'en plus, bah, lien, alimentation, sportif, tout ça. J'étais en contrat à l'époque sur 2 ans dans une ville, donc à Saint-Étienne. Ok. Et il y avait une école de diététique à Ah oui. Saint-Étienne, donc j'ai postulé et j'ai été prise. Et du coup, j'ai fait mon BTS. C'est 2 ans. C'est 2 ans. BTS, ouais. Ouais, c'est 2 ans. Et après, tu as des formations annexes. Et c'est là que tu te spécialises dans. Et l'autre. du coup, ouais, exactement. Donc j'ai eu mon BTS au bout de 2 ans. J'ai fini mon contrat, j'ai changé de ville. Et moi, j'ai passé mon DU, donc nutrition du sportif en 2018. Donc j'ai eu mon BTS en 2013. Mhm. Ça commence à remonter. Mhm. 2018, DU nutrition du sportif et tabacologie l'année dernière. Ok, d'accord. Et DU nutrition du sportif, au début, pareil, je voulais faire de la diététique, mais je pense que trop dans le sport, je voulais pas faire du sport. Ouais. Parce que j'en avais un peu trop mangé, on va dire. Ouais. Et puis en fait, de fil en aiguille, ça m'a rattrapée. Ouais. Et du coup, j'ai passé mes diplômes pour. Et la tabacologie, c'est venu aussi d'un constat que la plupart de mes patients et patientes prennent du poids à l'arrêt du tabac. Ok, Et je me suis dit, autant les aider sur les carrément. versants, quoi. J'ai l'impression qu'on a le stéréotype tu sais, quand tu poses la clope, quand tu arrêtes la clope, il faut remplacer le geste. C'est ça, Il y avait eu ce truc de choupa choups ou de Ouais. chewing-gum ou de tout ça. tu remplaces le C'est geste, un, c'est c'est le un plus vrai dur. truc comme ça. Ah, ouais. c'est un vrai truc. Ok. Tu passes d'une addiction à une autre Ok. et potentiellement tu essayes de remplacer le geste par autre chose. Oui, puis Et t'as pas souvent, c'est de toujours l'alimentation. des carottes ou du concombre pour Non, tu te remplacer, trimbales quoi. pas avec des carottes. Tu prends ce qui te passe par la main et généralement le Exactement. paquet de chewing-gum, les bonbons, C'est ça, c'est des trucs plus faciles à avoir, quoi. Ouais, ok. exactement. Ok, trop bien. Et juste basket, comment t'arrives au basket? J'arrive toute petite au basket, à 3 ans et demi, je suis sur un terrain parce que je suis née, j'ai grandi dans un petit village Ok. et mes parents voulaient que je fasse un sport co et il y avait soit du foot, soit du basket. Ok. Donc ils ont mis ma grande sœur au basket et le jour où j'ai accompagné ma grande sœur, T'as dit moi aussi, je vais faire ça. je suis plus sortie d'une salle de basket. Trop bien. Et ouais, Ok. voilà. J'ai l'impression que pour le coup, pour être une fille au basket, c'est vraiment un truc de soit on t'y a mis très jeune, soit j'ai l'impression que c'est rare des parcours qui y arrivent, tu vois. Mm. Parce que c'est pas le sport le plus populaire en France, tu vois. Mm. C'est pas faire un jour au basket de dire ça, mais si tu fais un sondage dans les écoles de quel sport vous voulez faire, le basket ça arrive plus tard. Ouais. Et encore chez les garçons, peut-être aujourd'hui ça peut arriver un peu plus tôt. Chez les filles, j'ai l'impression que ça arrive vachement plus tard. C'est de plus en plus quand même, mais Ok. oui, je pense que moi, à mon époque, c'était assez rare. Ouais, Le ouais, sport ouais. co, déjà pour les filles, etc., c'était Ouais. plus rare. Maintenant, avec l'ampleur que ça a pris, je sais que les JO, c'était 2012 à l'époque, Ouais. on a un peu explosé au niveau du basket. On a un très bon niveau en France maintenant, donc c'est quand même de plus en plus reconnu. Et tu as quand même des parcours aussi de filles, de basketteuses de haut niveau maintenant qui ont de très bons niveaux, qui ont commencé très tard. Alors, Ah, 14, ok. 15 ans, qui ont fait plein de sports avant aussi. T'en as Ok. de plus en plus sur les gros potentiels. Les gros potentiels n'ont pas forcément commencé à 3 ans. Oui, ok. Maintenant, Ouais. ouais. Toi, t'as eu la chance d'être dedans toute petite, quoi. Exactement. Ok. Du coup, j'ai fait un épisode il y a pas longtemps sur la nutrition pour les enfants. On se posait, du coup, le but de l'épisode, c'est essayer de comprendre, tu vois, les bons réflexes quand on parle nutrition avec ses enfants. Comment est-ce qu'on amène le sujet, les goûters de 4 heures, les enfants qui font du sport, comment Gros on sujet. accompagne tout ça. Ouais, voilà, plein de trucs autour de ça. Et moi, ça fait un petit moment que j'ai envie de parler de 2 sujets et qu'on va ramener aujourd'hui dans le même épisode. Donc il y a un premier sujet dont j'ai envie de parler depuis longtemps qui est tout ce qui touche à la ménopause. Donc Mhm. partie nutrition autour de la ménopause, ce que ça implique en termes de changement corporel, d'humeur, d'adaptation nutritionnelle, etc. Et alors je les ai mis dans le même épisode, même si je sais que vous n'êtes pas en ménopause forcément senior, mais j'ai voulu mettre dans cet épisode en fait en regroupant autour de les changements du corps, plutôt que juste de dire ménopause senior, on va parler du corps qui change. Et du coup, l'autre angle de l'épisode, c'est plus parler du coup de l'impact du vieillissement et comment est-ce que notre manière de manger peut devenir une arme pour nous aider à mieux vieillir, tu vois. Donc je les regroupe dans le même épisode. Si vous êtes en ménopause autour de 45-50, vous n'êtes pas senior, ne vous inquiétez pas. Et puis d'ailleurs, le mot senior, ne le voyons pas comme un mot négatif. Non. C'est très drôle, tu vois. Moi, j'aimerais trop faire, je digresse rapide, mais dans une salle, un objectif de créer une salle de sport un jour,
d'avoir des créneaux plutôt seniors et de les appeler créneaux seniors, tu vois. Ouais. Et là, tu Non, mais fais senior, partie du... moi, non, mais le premier triathlon que j'ai fait, j'avais 34 ans, Oui, j'étais en senior. c'est vrai que si tu Ah, rentres dans les catégories de ça sport... pique, tu te oui, dis oui, oui. 34 ans, senior. C'est vrai que pour le sport, à partir de 34-35, à partir de 30 ou 35 selon... Ça m'a où piqué. t'es, tu passes en senior. Donc bon voilà, le mot senior ne le prenez pas comme Non. péjoratif. Le but c'était de regrouper, donc on va essayer de voir un peu, comprendre ce qui change au niveau du corps. Ouais. Ménopause, est-ce qu'on a des bases nutritionnelles à poser? Parler de nutrition et vieillissement, et puis j'ai quelques petites questions en plus si on a le temps derrière. Est-ce que déjà pour parler ménopause, est-ce que tu peux me refaire un rappel pour tous les hommes qui écoutent cet épisode et qui se disent « Ah mais moi je pensais que ménopause c'était 45 et je comprends pas pourquoi ils rigolent ». À partir de quand est-ce qu'on considère que la période de ménopause commence? En fait, tu as plusieurs stades dans la ménopause. Tu as Ouais. ce qu'on appelle la préménopause. Ok. La préménopause qui peut commencer 10 ans avant la ménopause. Ok. Donc globalement, en France, l'âge moyen de la ménopause pour une femme, c'est à peu près 51 ans. Donc quand on rentre dans la quarantaine, certaines femmes peuvent déjà être ce qu'on appelle en préménopause. Donc Ok. c'est 10 ans avant la ménopause. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tu as une diminution d'une hormone qu'on appelle la progestérone, du coup, d'une des hormones féminines. Et on peut déjà avoir des premiers symptômes de préménopause, c'est-à-dire qu'on peut avoir un peu des dérèglements au niveau du sommeil, des dérèglements au niveau du cycle, et on peut avoir l'appétit qui change un petit peu. Ok. Ça, c'est la chute de la progestérone qui va faire ça. Donc ça, c'est ta préménopause. Et après, tu as une période qu'on appelle la périménopause, qui est globalement 2 ans avant ta ménopause et 1 an après ta ménopause. Ok. Donc là, plutôt autour de la cinquantaine, pour le coup. Et quand tu dis Oui. 2 ans avant, 1 an après, Ouais. c'est que la ménopause en elle-même dure combien de temps? En fait, la ménopause, c'est le jour où pendant 1 an, une femme n'a pas ses règles. Ok, d'accord. On est, entre guillemets, ménopausé un jour, et après, tu passes en post-ménopause, Ok, d'accord. globalement. Donc, Ok. tu as la périménopause, où là, c'est la chute des oestrogènes, donc Mhm. la deuxième hormone féminine, où là, tu vas avoir, pour le coup, des symptômes un peu typiques de la ménopause. Donc, ça peut être un peu des troubles cognitifs, Ok. perte de mémoire. Ça peut être les bouffées de chaleur, les fameuses bouffées Ouais. de chaleur qui sont dues du coup à la baisse des oestrogènes. Tu peux avoir une fragilité au niveau de la peau, sécheresse au niveau de la peau. Des gros troubles de cycle à ce moment-là, avec des cycles Ouais, qui se j'imagine. raccourcissent et qui s'allongent. Alors, petit rappel aussi, faire la différence entre cycle et règle. Hmm. Parce qu'il y a même des femmes, des moments qui ont du mal à se situer. Un cycle, c'est tous les 20 à 30 jours, c'est de règle en règle. Et les règles durent entre 3 à 1 semaine en fonction des femmes. Ok. Donc en fait, on a des cycles perturbés, donc on La peut règle- avoir les des règles font cycles... partie du cycle. Exactement, les règles c'est une partie du cycle, donc on peut avoir des cycles du coup qui se raccourcissent et qui se rallongent pour s'atténuer complètement après sur 1 an. Ok. Donc ces oestrogènes qui descendent avec pas mal du coup de symptômes qui vont aller avec. Après, pendant 1 an, pas de règles, donc on peut officiellement, on va dire qu'une femme est ménopausée. Et puis Ok. après, il y a toute la post-ménopause Ok. qui dure globalement Jusqu'à la fin de ta vie. jusqu'à la Ouais. fin de ta vie, avec normalement des symptômes qui ne durent pas jusqu'à la fin de ta vie, mais qui peuvent durer sur plusieurs années chez certaines femmes. Ok. Donc en fait, c'est une période qui est quand même assez large, qui peut Ah ouais, durer ouais. 15 à 20 ans pour Ok, une d'accord. femme. Donc quand on amène le sujet de la nutrition là-dessus, c'est pas parce que on parle de ce jour-là précis de tiens je suis ménopausée, mais c'est pour accompagner quasiment un quart, un Ah oui. cinquième de la vie d'une personne, quoi. Exactement. Donc il y a vraiment tous ces changements, il n'y a pas de... Tu vois, je m'étais noté, est-ce que c'est un mythe, tous ces trucs de fringales, Non. d'énergie, etc. Non, C'est pas un c'est mythe. physiquement... hormonalement parlant, ouais, il se voilà, passe des hormonalement choses. parlant, ouais. Ok. En fait, vu qu'il y a une chute de ces hormones-là, on se retrouve à avoir, on va dire, un profil un peu plus masculin, dans le sens où c'est la testostérone qui prend un petit peu le pas, on va dire, sur nos hormones. Et Ok. du coup, ce qui se passe réellement à la ménopause, on a une redistribution du tissu graisseux. C'est-à-dire que c'est des femmes, souvent, qui vont prendre un petit peu de ventre, parce que la testostérone stocke au niveau du ventre. Quand on regarde une silhouette masculine par rapport à une silhouette féminine, souvent les hommes prennent plus au niveau du ventre quand ils prennent du poids. C'est la testostérone qui fait ça.
Donc c'est des femmes qui vont prendre un petit peu de ventre, qui vont des moments prendre un peu de poitrine et s'élargir au niveau des épaules. Ok. Et du coup, c'est aussi des femmes qui potentiellement peuvent perdre un petit peu au niveau du bas du corps. Parce Ok. que le bas du corps est stocké par tout ce qui est oestrogène et progestérone. Donc Ok. il y a vraiment un changement de silhouette qui est notable chez beaucoup de femmes dû à ces hormones. Et en fait, les oestrogènes nous protègent aussi à la base contre tout ce qui est maladie cardiovasculaire, le diabète, l'ostéoporose et la fonte de la masse musculaire. Qui dit fonte de la masse musculaire dit diminution un petit peu du métabolisme de base. Donc le métabolisme de base, c'est le nombre de calories que vous allez dépenser au repos. Les cellules musculaires dépensent un peu plus de calories qu'une cellule adipeuse, donc c'est une cellule graisseuse. Donc vu qu'il y a aussi ce switch-là, on a ce métabolisme qui ralentit un petit peu, la progestérone qui se casse un peu la figure, donc qui nous ouvre un petit peu l'appétit. Donc dans tout ça, il peut y avoir en effet des prises de poids. Ok. Mais c'est pas lié à, c'est lié à à tous ces trucs invisibles qui se passent dans son corps à cette période-là de la et vie. il faut rassurer les femmes, ce n'est pas que dans leur tête. Après, il y a tout le autour de la ménopause que j'aime bien prendre aussi en considération, c'est-à-dire que l'environnement, c'est autour des 50 ans. Je pense que tu as malgré tout un deuil de la fertilité à faire, un deuil de ton corps de jeune femme, si on peut dire ça. Et puis, t'as 50 ans, donc souvent, tu as des enfants aussi qui peuvent partir de chez toi. Tu as une vie de couple peut-être depuis quelques années, une vie professionnelle. Est-ce que tu as toujours envie de faire autant de sport à 50 ans ? Enfin, il y a quand même beaucoup, je trouve, de bouleversements autour de la cinquantaine qui peuvent être aussi mal vécus et qui vont t'amener peut-être à manger plus, à changer d'hygiène de vie globale, ce qui peut aussi te faire prendre du poids. Ouais, ce qui se passe dans le corps, c'est une donnée parmi un cycle de vie qui se fait à la cinquantaine, qui en plus est un âge où le chiffre est... il y a une symbolique du passage des 50 ans, donc c'est pas... peut-être ça vous arrive à 49 ou ça vous arrive à 52, tu vois, mais c'est l'idée de la période 50. Oui, il y a la ménopause, mais oui, ça peut être amplifié par tout ce qui est à côté. Ouais. Donc la prise de poids, c'est naturel, c'est inévitable ? Alors non, c'est pas inévitable, mais on va dire qu'il y a des facteurs qui peuvent faire prendre du poids. Mais c'est pas inévitable. On peut perdre du poids à tout âge. Ok. Ça, globalement. Et donc l'impact sur la faim, c'est... j'essaie de me mettre à la place de quelqu'un, tu vois, qui c'est ma faim à moi de quand j'ai faim à 11h45 et que je sais que je mange dans 3 quarts d'heure, tu vois, c'est ça qui augmente plus souvent. Est-ce que c'est boulimie, j'ouvre le frigo et je peux pas m'arrêter ? Comment ça se matérialise si vous avez des femmes autour de vous, vous avez peut-être remarqué que avant du coup toute cette période-là, quand les cycles sont bien réguliers, souvent avant nos règles, on a faim. On le dit, on le verbalise et souvent on mange plus. Voilà. Et souvent, ça nous indique « Ah bah oui, je vais avoir mes règles, quoi ». Parce que du coup, il y a, avant chaque cycle, cette chute de la progestérone qui ouvre l'appétit. Donc en fait, le souci de la ménopause, c'est que la progestérone, elle va pas remonter. Ah oui. Contrairement à une femme bien cyclée, on va dire, où une fois que les règles arrivent, la progestérone va remonter et ça va bien se passer. Donc en fait, c'est un sentiment d'avoir en effet un peu plus faim, alors soit sur des périodes, soit sur une journée, soit à 16 heures, ça c'est complètement personnel pour le coup. Tu parlais de la perte musculaire à ce stade-là. Il y a plein d'études qui te montrent que à partir de, alors je crois que c'est 34-35 ans, à partir de là déjà, tu commences à avoir une perte musculaire et donc on dit que c'est encore plus important de faire son renforcement, de travailler ses muscles en fait de pas attendre 45, tu vois. Est-ce que j'ai une première chute à 35 et du coup j'ai une autre chute à 50, ou alors est-ce que ça accélère la perte, tu vois, si j'ai pas fait gaffe plus tôt, cette période-là de 50, en fait, ça commence à la 30-35 ans. Souvent, les femmes après 35 ans, tu vois, les femmes qui tombent enceintes, on appelle ça des grossesses gériatriques. Oui. Et qu'on sait qu'à partir de 35 ans, on a des taux d'hormones qui commencent à baisser naturellement. Donc ça commence à partir de 35 ans et ça s'accélère fortement au moment de la ménopause. Ok. Au niveau de l'assiette, parce qu'on a dit qu'on avait faim. Ouais, on a faim. Est-ce qu'il y a des choses importantes à prioriser ? Est-ce qu'il
il y a des règles importantes, tu vois, quand on parle de sport, on parle de protéines, on parle de glucides. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut absolument avoir dans son assiette qui ont un impact sur cette période-là, ou alors est-ce que tu vas nous briser tous les mythes et nous dire juste bah non les gars, faut juste manger équilibré en fait, on n'a rien inventé de fou, un quoi. peu des deux, c'est-à-dire qu'il faut manger équilibré, mais il faut avoir un œil un petit peu plus attentif sur certaines choses. Donc quand on arrive du coup à la ménopause, on a cette diminution du métabolisme de base et une perte de la masse musculaire, donc il va falloir mettre dans son assiette des protéines. Donc ça c'est pas un mythe, protéines animales ou végétales sans surdoser non plus. Donc ça c'est augmenter le taux de protéines tout simplement, donc on peut essayer de passer sur un petit déjeuner salé rien que pour gagner des protéines sur le matin. L'avantage de la protéine, c'est que la protéine est aussi énergivore à digérer, donc ça peut aussi rentrer dans un cycle de perte de poids et c'est aussi assez dense, donc ça va un peu plus caler. Je pense que tout le monde a fait le test déjà, ou si vous ne l'avez pas fait, petit déjeuner salé ou sucré, vous voyez quand même la différence sur les fringales et les envies de sucre. Donc on va essayer d'augmenter l'apport de protéines pour maintenir cette masse musculaire, du coup. Après, il faut essayer d'avoir un œil aussi sur tout ce qui est oméga. On entend parler des oméga 3, les 6, les 7, les 9. Donc tu as les oméga 3 qui sont des acides gras indispensables au corps que le corps ne sait pas fabriquer. Donc il faut apporter par l'alimentation. Tu as 3 sortes d'oméga 3. Tu as ce qu'on appelle, c'est des acronymes, ALA, EPA et DHA. Donc il y a peu d'aliments qui sont riches en oméga 3. Donc tout ce qui est huile riche en oméga 3, tu as l'huile de noix, de lin, de cameline, de colza, où tu vas avoir ce qu'on appelle là les ALA, et EPA, DHA, tu les trouves dans les poissons gras. Donc saumon, truite, sardines, maquereaux, anchois, harengs. Oui, en plus j'imagine l'intérêt de se complémenter parce que on mange rarement, on boit rarement un verre d'huile de colza, quoi, tu vois, donc c'est peut-être pas la cuillère à soupe que je mets dans ma salade ou non, dans alors ma soit poêle si tu passes que par l'alimentation, il faut être assez... te dire que 2 fois par semaine, tu auras du poisson gras, d'essayer de mettre de l'huile riche en oméga 3 le plus possible. Tu peux ne pas passer par les compléments. Mais parfois, une personne qui est végétarienne, par exemple, bon, ça peut être un peu compliqué. Ça peut être en effet plus pratique. Et les oméga 3 ont un effet sur tout ce qui est cognitif. Du coup, donc c'est ce qui permet de relier les synapses entre les neurones. C'est anti-inflammatoire et du coup, c'est aussi ce qui va construire tout ce qui est membrane cellulaire. Donc ça, c'est plutôt très important. À la ménopause, tu as les oméga 7, on n'entend pas trop parler. Les oméga 7, c'est pour tout ce qui est sécheresse au niveau de la peau. Tu en as dans les noix de macadamia, à savoir. Ou sinon, tu peux prendre des gélules, c'est à base d'huile d'argousier. Globalement, les oméga 6, on en mange globalement assez dans l'alimentation à l'heure actuelle. T'en as un qui est un puissant anti-inflammatoire qui est pas mal, qu'on appelle... alors je sais pas si on appelle ça le GLA ou le GLA, que t'as dans l'huile de bourrache et d'onagre. Donc ça, c'est plutôt aussi intéressant. Et les oméga 9, c'est tout ce que t'as dans l'huile d'olive. Donc tu vois, on n'est pas non plus en carence d'oméga 9. C'est plutôt oméga 3. Il y a des femmes qui se supplémentent un petit peu du coup en huile de bourrache et d'onagre pour les personnes qui ont des inflammations, ce genre de choses. Et sur les sécheresses, ça peut être de l'oméga 7. C'est important, je pense, de rappeler aussi qu'il n'y a pas un... Tu sais, il y a souvent un truc autour de ces compléments, de voir un résultat immédiat. C'est important, quand on se lance dans cette supplémentation à long terme, d'accepter le fait que c'est pas un résultat immédiat. C'est justement, en fait, c'est quand vous allez l'arrêter qu'on va voir un déclin. Par contre, à la limite, si rien ne change et que vous êtes bien, c'est qu'on est bon, quoi. C'est que tout va bien, quoi. Donc, faut pas s'attendre à un changement de vie du jour au lendemain parce que ça fait 2 semaines que j'ai pris des oméga, quoi. Et je reviens juste sur la protéine parce que aussi on peut avoir des femmes à la ménopause qui sont un peu dépressives. C'est aussi un symptôme. Parce qu'en fait, vous avez dû entendre parler de tout ce qui est sérotonine, dopamine, c'est un peu les hormones de la motivation, du bonheur, de la concentration. Il faut savoir que c'est ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, et ces neurotransmetteurs, ils sont fabriqués à partir des acides aminés, donc on trouve dans les protéines. Donc souvent, il y a un déclin aussi un petit peu de ces neurotransmetteurs, et si à côté de ça, vous mangez moins de protéines,
en fait, vous n'avez pas le bagage pour créer ces neurotransmetteurs. Ok. Du coup, c'est aussi important par rapport à ça sur l'aspect de protéines. Donc, quelqu'un, c'est un autre sujet, mais un burn-out, donc c'est un effondrement total de tous ces neurotransmetteurs. Il y a des protocoles de compléments alimentaires pour essayer de redensifier, on va dire, les acides aminés spécifiques. Les acides aminés spécifiques, c'est le tryptophane et la tyrosine, par exemple, qui vont permettre de reconstruire et de recapitaliser au niveau des neurotransmetteurs. Ok, donc si vous êtes un peu en dépression, au lieu de regarder vous votre mettre assiette, au fond du canapé déjà. avec de la glace ou des bonbons ou du chocolat, manger de la protéine avec un poulet rôti, exactement. ce sera meilleur pour votre dépression. Non, mais en fait, la dépression, c'est aussi dans l'assiette. Hein. Bien sûr. Il y a des protocoles de phytothérapie et de compléments alimentaires. Moi, toutes les personnes, et malheureusement, il y en a de plus en plus, qui sont en burn-out, qui viennent me voir, ressortent avec un protocole de 3 mois. Elles le prennent ou pas, pour redensifier tout ce qui est neurotransmetteur. Et oui, voilà. c'est sûr que ce qui se passe dans la tête du point de vue émotionnel, c'est une partie, mais tous les signaux que le corps vous envoie, il y a des manières chimiques d'apporter quelque chose qui va vous aider. Quoi. Le burn-out, ça s'explique. C'est chimique, un burn-out. Hein. Donc, est-ce que tu vois passer... est-ce que tu vois beaucoup de grosses erreurs à cette période-là? Oui. Moi, j'ai l'impression de voir beaucoup passer. Celle qui saute aux yeux, c'est faut pas beaucoup manger. Exactement. Et manger beaucoup, tu sais, c'est beaucoup de salades et pas grand-chose, quoi. L'erreur, la première, c'est d'anticiper potentiellement une prise de poids et de se dire, du coup, j'arrête de manger. Okay. Du coup, c'est des femmes qui vont être en sous-alimentation et qui vont arrêter souvent les protéines, ou en mettre que le midi, et le soir, en gros, le cliché, soupe yaourt en hiver et tomate yaourt en été. Donc le cliché, c'est il n'y a plus de protéines quasiment, on enlève les féculents. Et après, on se demande pourquoi on mange un paquet de gâteaux à 22h. Parce qu'en plus de ça, j'ai pas beaucoup de calories dans mon repas. Voilà. Donc je reste un être humain qui a un peu faim. Exactement. Et du coup, les grosses erreurs, en fait, c'est... moi, je pense qu'il y a 8 femmes sur 10, à la fin de la consulte, elles ressortent en mangeant plus que ce qu'elles ne mangent à l'heure actuelle, et ça fonctionne. Donc l'erreur, c'est ça. J'ai l'impression que c'est un peu un consensus, et heureusement, qui se généralise de plus en plus, de dire qu'il faut arrêter de vouloir manger forcément moins tout le temps, quoi. Peu importe... c'est manger plus, manger mieux. C'est manger mieux, en fait. Plus, quoi, en fait. Ouais, exactement. C'est remonter à tout âge. Surtout les femmes, les hommes ont moins ce problème-là. On a tendance à moins regarder ce qu'on met dans l'assiette. Et je pense qu'il y a aussi l'image de la femme et du corps de la femme qui fait qu'on mange des salades, quoi. Il faut manger des salades, il faut savoir tout faire, et voilà. C'est un autre débat, mais il y a beaucoup de femmes qui sont sous-nutries et qui viennent me voir, je comprends pas, je mange rien et je maigris pas. Est-ce que c'est des habitudes à prendre? Tu disais l'anticipation de la ménopause. Est-ce que du coup c'est une habitude à prendre le plus tôt possible, quoi, au final, pour ne pas arriver... Parce que peut-être que si déjà avant tu avais tendance à manger, tu vois, à 40 tes salades, etc. Là on vient chez toi, tu me dis non, faut que tu manges plus. Moi je vais dire attends, jamais de la vie je vais ça fait manger peur. plus, quoi. Ça fait un peu peur, et elles se disent mais elle est folle. Jamais je vais finir mon assiette, il y en a beaucoup trop. Et au début elles me disent il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Je dis oui mais vous avez perdu du poids. Ouais je sais. Oui, c'est l'anticiper, c'est comme arrêter de fumer. On peut pas arrêter de fumer, perdre du poids, c'est anticiper l'alimentation avant d'arrêter de fumer. C'est pareil pour la ménopause, c'est essayer d'anticiper un rythme alimentaire plus structuré, avec des repas plus structurés en amont pour passer cette période le mieux possible. Ok. Est-ce qu'il y a des aliments qui aident vraiment, ou alors est-ce que c'est comme quand on parle d'aliments minceurs ou quoi, ça reste du bullshit internet pour te faire acheter un aliment en particulier, quoi? Non, il n'y a pas d'aliment miracle pour tout. Il n'y a pas de truc à privilégier. Il n'y a rien à part, en effet, les oméga 3. Alors, il y a un aliment incroyable, et je fais une pétition, c'est le foie de morue. Ok. On t'a déjà parlé du foie de morue dans tes podcasts? Jamais parlé du foie de morue. Je pense que j'ai jamais... Je suis une militante du foie de morue. Alors, le foie de morue, c'est... de toute façon, quand tu prends des compléments d'oméga 3, tu as des compléments à base d'huile de foie de morue. Les anciennes générations se souviennent de l'huile de foie de morue. Et le foie de morue, c'est... du coup, c'est le foie de morue,
C'est un aliment qui est ultra intéressant parce que c'est blindé d'oméga 3 et de vitamines, ce qu'on appelle liposolubles. Les vitamines grasses, c'est ADEK et c'est un shoot d'oméga 3. Ok. Et c'est très bon si vous ne connaissez pas. Ça s'achète à côté des sardines, hein, dans les conserves de poisson. Vous mettez au frigo, vous tartinez ça sur du pain Ok. avec une salade et c'est super bon. C'est sous forme de quoi? C'est un. Et ben en fait le foie de morue c'est une sorte de quand vous ouvrez c'est Comme- mou, ça se tartine en fait. Comme C'est genre tout un mou. Saint-Moré, un truc comme ça? C'est un peu comme ça, ouais. Ok. C'est un Ok. peu cette texture là. Mais avec une forte odeur de poisson. Et ben en fait vu qu'on le met au frigo, quand on l'ouvre on sent pas. Ok, Ça ne d'accord. sent pas en fait. Ok. Et il faudrait essayer de manger ça 3 fois par mois, pas tous les jours Ouais, parce bien que sûr. c'est sûr. Enfin il y a beaucoup d'oméga 3 donc faut pas faire une surconsommation non plus. Mais il y a ça que j'appelle, c'est mon super aliment à moi. Alors après, il faut prendre en considération que c'est 70% de gras dans le foie de Bien morue, sûr. un peu de protéines. Vous n'allez pas prendre ça pour de la protéine, par contre. Ouais. Mais c'est super intéressant. Mais après, il n'y a pas d'aliment star. C'est l'équilibre alimentaire à des visées. On met un peu plus de protéines de bonne qualité, un peu plus d'oméga 3, d'oméga 7, du foie de morue, ce genre de choses. Mais ça se saurait s'il y avait un aliment... ouais. Ou une catégorie d'aliments magiques qui. Après, tu peux avoir un peu de phytothérapie pour les symptômes de la ménopause, sur des tisanes, des plantes qui vont diminuer les bouffées de chaleur, diminuer tout ça. Mais après, tu n'as pas d'aliment miracle. Ok. Ça n'existe pas. Ok. Je m'étais noté soja. En fait, en faisant les recherches, je suis tombé sur soja et phytoœstrogène. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, soja, pourquoi est-ce que le soja s'est ressorti beaucoup dans les recherches que j'ai faites sur alimentation ménopause? Parce qu'en fait, c'est là où tu vas trouver des phytoœstrogènes, c'est dans le soja. Le Ok. soja, il y a ce qu'on appelle des isoflavones, et les isoflavones, ce sont des phytoœstrogènes. Et du coup, les phytoœstrogènes, c'est comme... donc nous, on fabrique en tant que femme de l'oestrogène. Je redis, à la ménopause, on a cette chute d'oestrogène qui met en lumière beaucoup de symptômes du coup de la ménopause. Et le phytoœstrogène va mimer en fait les oestrogènes. C'est un peu des faux œstrogènes. Donc les phytoœstrogènes vont aller se mettre sur les capteurs d'oestrogène, on va dire, du corps, mais à plus faible dose qu'un oestrogène, on va dire, humain. Et du coup, sur certaines femmes, ça peut diminuer les symptômes de la ménopause. Ça peut diminuer les bouffées de chaleur, l'irritabilité ou ce genre de choses. Et les phytoœstrogènes, tu les trouves du coup dans le soja. Ok. Donc dans le soja sous toutes ses formes, hein, le soja classique, donc le tofu, le tempeh, les yaourts au soja, les boissons de soja. Ok. Donc ça a pas mal à intégrer. Donc ça peut être quelque chose de positif. Pareil, on a entendu beaucoup parler des phytoœstrogènes sur tout ce qui est cancer hormonodépendant. Il faut surtout pas de soja, etc. On peut consommer du soja à certaines limites. Pour la ménopause, c'est entre 40 et 50 mg d'isoflavone par jour, ce qui équivaut globalement à un produit à base de soja par jour. Ouais. Donc globalement, sur certaines femmes, on peut essayer d'intégrer le soja pour voir si ça a un impact sur les symptômes globalement de la ménopause. Ça, c'est des questions que si moi je suis une femme de 48 ans qui écoute le podcast chez moi et je me dis ah elle a dit ça mais je sais pas trop du coup est-ce que je prends un yaourt vaut mieux en parler avec un spécialiste dans tous les cas de santé à ce moment-là, il de vaut toute mieux façon. aller voir quelqu'un, ça c'est sûr, pour être sûr. Alors après maintenant sur internet on trouve on trouve beaucoup de choses, hein. Vous avez la dose sur les paquets, mais globalement un yaourt c'est 10 à 20 mg d'isoflavone, 100 g de soja, on est autour de 30 mg. Donc de là à faire des surconsommations de phytoœstrogènes, c'est pareil, il faut vraiment y aller. En manger à tous les repas. Les personnes qui sont végétariennes ou véganes vont avoir plus de phytoœstrogènes dans leur alimentation. Quelqu'un avec une alimentation classique en aura beaucoup moins. Ok. Le seul à faire attention, c'est les personnes, et il y a beaucoup de femmes aussi sous l'évothyrox qui ont des soucis de thyroïde, d'hypothyroïdie. Le soja inhibe les effets de la thyroïde et inhibe l'effet du lévothyrox. Donc par contre, quand on a des soucis de thyroïde, il faut éviter le soja. C'est un peu le bémol. C'est pour ça qu'on on fait une explication généraliste, mais après, comme tout, avant de vous dire bon bah moi j'ai ça, faut mieux aller en parler avec quelqu'un qui va vous voir vous personnellement, faire un test sur vous personnellement et qui va vous dire bon bah moi je te conseille plus, moins, etc. Mais pas prendre les trucs généralistes. Après j'ai l'impression, tu vois, tu disais
sur le soja qu'on entendait plein de choses. J'ai l'impression qu'on revient aussi sur un autre discours un peu général qui me plaît en ce moment, qui est de dire, en fait, à peu près tout ce que vous allez manger en trop grande quantité sera pas bon pour vous. Tu vois, il y a eu un moment où on a voulu diaboliser les œufs en disant, mais les Ouais. gens qui mangent 2-3 œufs par jour, mais vous allez tous mourir, vous vous rendez pas compte. Puis c'était la viande rouge, puis c'était... En fait, à partir du moment où vous consommez en trop grande quantité, bon, bah, il y a des chances que... C'est la quantité qui fait le poison. Ouais, j'imagine que si vous mangez 15 bananes par jour, À un moment donné, il va y avoir un couac. voilà, il y a un moment Ouais. où ce sera problématique, alors que si on prend une banane, il n'y a rien dans la banane qui, de base, peut Exactement. m'alarmer, quoi. C'est tout le temps les quantités. Hein. Enfin, l'eau en soi, heureusement qu'on l'a pour vivre. La potomanie, quelqu'un qui boit trop d'eau, peut avoir des soucis de santé. Donc, alors qu'à la base, l'eau, il n'y a rien de plus C'est quoi trop simple et oh, c'est plus de 10 litres par Ah jour. ouais, hein. j'allais dire, faut y aller quand même. Hein. Pas de soucis, buvez. Déjà, il y a peu de monde qui Déjà sont dépasser à deux. 2, 3. Donc on est large. La potomanie, c'est quasiment 10 litres par jour. Ah ouais, Déjà, si on t'imagines. monte à 6 litres, ça commence à être costaud. Ou alors, c'est dans le cas particulier D'une pathologie, quoi. ou je pensais à genre, tu vois, un ultra trail ou un truc comme ça. Ouais. Un effort qui, du coup, fait Très consommer intense. énormément. Et qu'à ce du coup- moment-là, ils sont tous déshydratés sur Ouais. les ultra-trail. C'est Du coup, compliqué de maintenir une tu bois hydratation. beaucoup parce que de toute façon, ça circule tout Exactement. seul. Mais bon, pour une personne qui passe sa journée 6-7 heures assise à un bureau, de là à boire 10 litres, Non. faut y aller. Hein. Mais oui, tout est une histoire de quantité. Hein. Ok. Tout est une histoire de quantité. Ok. Donc, pour pas fâcher les personnes qui sont autour de la ménopause, on pousse quelques années plus tard et on passe je voudrais parler du coup de en fait de toute façon qu'on soit homme ou femme au final une fois qu'on a passé 50 ans, tu vois, on parle de cinquantaine. Oui, moi je suis pro discours l'âge c'est qu'un chiffre et on est jeune et tout ça. Après il y a des signaux que le corps enfin il y a un vieillissement naturel du corps qu'on peut ralentir mais pas empêcher, tu vois. Non. Il y a peut-être un gars à Los Angeles qui met 1 million par an dans des pilules et tout pour garder le même âge métabolique, mais ce mec-là mourra un jour probablement, Oui. tu vois. Donc c'est pas une péjoratif de parler du coup de vieillissement et tout ça. Non. Donc si on pousse quelques années plus tard, on entre dans une période où bah, le corps est plus le même. On l'entend tous nos grands-parents dire tu verras quand tu auras mon âge. Moi, quand j'avais 30 ans, j'étais comme ça, etc. Donc, il y a un vieillissement naturel. Qu'est-ce qui se passe au niveau, moi je me suis noté, tu vois, digestion, appétit, sarcopénie, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là ? Donc en effet, on vieillit tous, et moi j'aime bien dire qu'on a de la chance de vieillir. Très grave. Après, il faut essayer de vieillir dans les meilleures conditions. Vieillissons Ça c'est bien. sûr, vieillissons bien. Et en tout cas, on peut, si on s'y prend tôt, bien vieillir. Alors, quand on a un corps qui prend de l'âge, et avec le temps, on a en effet une diminution de la faim et de la soif, et en tout cas des sensations de faim et de soif. Tu vas avoir une diminution, un ralentissement de la vidange gastrique, et tu vas avoir une diminution des sécrétions digestives. Ok. Donc, en fait, c'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire que on digère plus lentement, du coup on mange un petit peu moins parce Ok. qu'on a des lourdeurs. Ce qu'on mange, on le digère un peu moins parce qu'on a moins de sécrétions digestives, c'est-à-dire qu'on a moins d'enzymes qui vont venir digérer ce qu'on mange. Et du coup, on peut faire de la sarcopénie. Donc la sarcopénie, c'est la diminution de la masse musculaire qui Ok. s'accentue, voire si on pousse très loin, sur la dénutrition. C'est-à-dire Ok. que le corps va aller vraiment grignoter le muscle pour trouver de l'énergie. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux sur des personnes qui, avec le temps, bah, du coup, mangent moins, digèrent moins bien et du coup perdent de la masse musculaire. Ok. Et du coup, soucis de santé. Ok. Parce que c'est pareil, les hormones, enfin les protéines fabriquent aussi des hormones, permettent de transporter plein de choses dans le corps. Et tout ce qui va être traitement peut être aussi moins efficace si on est dénutri. Enfin, c'est moins efficace si on est dénutri ou si on a une masse musculaire qui vraiment flanche à ce moment-là. Ok. Et donc dans ce cercle vicieux, c'est à quel endroit le plus facile où est-ce qu'il vaut mieux se concentrer, tu vois, pour sortir de ce cercle? Bah après, il faut essayer d'adapter. C'est-à-dire que souvent, l'erreur, tu vois, on parlait des erreurs au niveau de la ménopause. Moi, les femmes et hommes âgés que j'ai en consultation, c'est pareil, c'est des personnes qui mangent quasiment plus, quoi. Parce qu'ils vont te dire, mais moi, je fais rien de ma journée. Ouais, donc Oui. j'ai pas besoin de manger. Ok, je le conçois que tu as moins besoin de manger que quelqu'un qui va faire du trail. Bien Ça, sûr. c'est une certitude.
Mais vu qu'on a une diminution naturelle de la masse musculaire, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on a une augmentation des besoins en protéines. C'est-à-dire qu'une personne sédentaire à 30 ans a un besoin le minimum, c'est 0,83 g de protéines par kilo de poids. Une personne de 75 ans sédentaire, on est à plus de 1 g, voire 1 g de base. Pour contrecarrer la diminution de la masse musculaire. Ah oui. Donc c'est des gens presque qui doivent manger plus de protéines Ouais. à 75 qu'à 30 ans. Sauf qu'à 75 ans, des moments, tu as aussi des soucis de dentition, de mastication. Donc la viande rouge, il y en a très peu qui en mangent. Et de la viande, il y en a peu qui en mangent. Donc on essaye d'aller vers les œufs. On dédiabolise les œufs. Manger des œufs, voilà. Les poissons qui sont très, très tendres à manger, de la viande aussi tendre, ça peut être du jambon, tout ça. Et on essaye de fractionner à ce moment-là l'alimentation. Essayer de faire des plus petits repas, mais de mettre un goûter en place, tout ça pour essayer d'augmenter aussi les protéines. Donc elles sont aussi importantes. En fait, cet épisode au final est très bien à ce niveau-là parce que j'ai l'impression que le mot protéine a été... Le monde du fitness, en fait, de la muscu, s'est saisi du mot protéine, l'a mis en avant en disant protéine égale muscle, et du coup, on a eu une image de la protéine comme le nutriment utile pour le muscle, en oubliant tout ce que ça fait à côté. Et en fait, dans des discussions comme ça, tu te rends compte que ménopause, je fais pas de sport, protéine. 70 ans, je fais plus trop de sport, protéines quand même. Donc en fait, c'est important de remontrer que la protéine, c'est pas que pour en fait, la votre fils de 22 ans qui va à la salle. Quoi. Exactement, la protéine, elle a plein de... Enfin, moi, souvent, je dis, on est fait d'eau et de protéines. Et la protéine, à la base, c'est la construction de la masse musculaire, c'est le maintien, avant de prendre du muscle, c'est le maintien de la masse musculaire. Et après, c'est l'augmentation de la masse musculaire si, encore une fois, on ne prend pas du muscle sans rien faire. S'il n'y a pas de musculation, à forte dose, et plutôt de la musculation avec du poids, ça va être compliqué de faire du muscle aussi. Et il y a ça. Et pour rebondir aussi, on entend parler du collagène. Le collagène, c'est une protéine. Le collagène, c'est 30% de nos protéines musculaires. Et on a aussi un déclin du collagène à partir de... Alors, je ne sais pas exactement les chiffres, mais je pense qu'à partir de 30 ans, pareil, on a un déclin du collagène. Et le collagène, ça se voit aussi dans tout ce qui peut être rides et du coup la peau. Tous les produits de beauté sont à base de collagène. Et le collagène, en fonction de l'alimentation de la personne, ça peut être aussi intéressant de se supplémenter en collagène par rapport à ça, quoi. Ouais, protéines, collagène et moi c'est créatine aussi que je mettrais dans et il y a aussi de la créatine. De ce qu'on entend beaucoup. Donc la créatine, c'est aussi une protéine. Hein. C'est pareil, c'est des petits acides aminés. La créatine, elle est vraiment quand même plus dans le monde du sport, mais il y a des femmes aussi qui en prennent. Donc c'est pour vraiment pouvoir augmenter plus facilement tout ce qui est charge musculaire. Et puis tu as aussi des bienfaits sur la récupération, sur la créatine. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment les trois là que tu donnes là, ces trois là, c'est très connoté sport. Donc sur un public plus général qui a pas envie de devenir... Golgoth. Voilà, j'avais musclore en tête, tu vois, qui a pas envie de devenir musclore. Bon, j'ai pas besoin de manger autant de protéines, j'ai pas besoin de manger autant de tout ça parce que je veux pas devenir énorme et sec, quoi, tu vois. Alors qu'en fait, vous en avez de tout ça, il y en a besoin juste pour vivre en bonne santé, quoi. Avant de penser à avoir des veines sur les cuisses, juste être en bonne santé, manger des protéines suffisamment, quoi. Ouais, moi j'ai des femmes qui vraiment la viande, enfin les protéines animales en soi, un dégoût, et ça peut arriver. On peut leur mettre de la poudre de protéines au quotidien pour augmenter leurs besoins et construire tout ce qu'il y a à construire à base de protéines, quoi. Comment est-ce que je mange mieux quand j'ai moins d'appétit ? Comment est-ce que... je pense qu'on a aussi un... alors je sais pas si c'est culturel, tu vois, mais nous on a été élevés aux 3 repas par jour. Petit-déj, repas du midi, repas du soir. Là, ce que tu me dis, c'est que des fois, j'ai moins faim. La texture de ce que je mange, c'est plus compliqué. Est-ce que du coup, il y a un intérêt à sortir de ce schéma-là, à fractionner ses repas, exactement, en faire plus ? Sur une personne vieillissante,
On va adapter la texture aussi, Mm. s'il y a des soucis de dentition. Et puis on va adapter la fréquence des repas, c'est-à-dire que s'il faut faire 5 repas, on fait 5 repas. S'il faut commencer un petit déjeuner à 8h, le finir à 10h30, prendre le plat principal à midi et au final prendre son petit dessert à 14h, un petit fruit à 16h et un repas du soir à 20h, on le fait en fait. Tout ce En que- fait, le but, c'est d'avoir assez sur ta journée. La journée globale, ouais. Comme il y a des gens qui vont faire des jeûnes intermittents, il y a des Mhm. gens qui mangent 6 fois par jour. Ouais, bien Pour sûr. X ou Y raison, de toute Ouais. manière. Oui, Donc, quand on vous dit manger 6 fois par jour, on vous dit pas de manger entrée, plat, dessert 6 fois par jour. Exactement, c'est recalibrer les calories sur c'est la ça. journée, C'est ça. exactement. Ok. Est-ce que on peut aussi... j'aime bien dire que le podcast, il a aussi un but déculpabilisant. Mm. Parce que moi, à chaque fois, on donne plein de conseils et puis tu te mets à la place de la personne qui, je pense que tu dois en voir passer, qui t'écoute, qui du coup, pendant 2 jours, 4 jours, une semaine, avec plein de bonnes intentions, Oui. ça tient pendant une semaine parce que j'ai fractionné mes repas, j'ai écouté ce qu'elle m'a dit, j'ai pris mes compléments et tout. Et Mm. puis en fait, au bout de mes compléments, je les ai finis. Et puis, je vais pas passer à la pharmacie aujourd'hui, je passerai la semaine prochaine. Et puis, en fait, on ressort de la routine. Euh, Quand on vieillit, comment est-ce que toi, t'accompagnes les gens aussi vers le je t'aide à prolonger une vie en bonne santé, mais en même temps, je comprends que tu as 70 piges et calmos de temps en temps, tu vois, sur la rigueur, la discipline, etc. Tu vois. Mm. Bah après, ça, c'est des petits. C'est pas des petits contrats, mais c'est des petits deals que tu fais avec ton patient. C'est-à-dire que tu lui donnes ce qu'il faut essayer de faire. Ouais. Et il faut. Moi, ce que je dis, c'est ce qu'il faut essayer de faire le plus souvent possible. Après, encore une fois, on peut perdre du poids en ayant une vie sociale, on peut perdre du poids en allant au restaurant, on peut bien vieillir sans faire du sport tous les jours non plus, on peut bien vieillir même si une fois on mange pas ses protéines. Encore une fois, le corps s'adapte. Par contre, je suis quand même persuadée qu'il faut anticiper quand même tout ça et avoir une certaine discipline sur son alimentation ou son activité physique. Et moi, souvent, je compare, alors je suis beaucoup en cabinet dans la perte de poids, je compare la perte de poids ou le rééquilibrage alimentaire souvent à un marathon ou à un trail ou ce genre de choses. C'est long, ça demande du temps et ça demande surtout de l'entraînement, de l'organisation, beaucoup de motivation, mais un peu de discipline. Ouais. C'est-à-dire que quand en effet il y a une envie, parce que j'ai pris du poids à la ménopause, je veux reperdre ce poids, donc quand il y a un désir de perte de poids, c'est sûr que si 50% de l'alimentation elle n'est pas bonne, on va pas y arriver. Bien sûr. Donc ça peut demander un petit peu des ajustements et des moments pas drôles. Je pense qu'il faut quand même pas se leurrer. Un rééquilibrage alimentaire ou faire attention, c'est pas un régime strict. Mais des moments, il peut y avoir un petit peu de frustration, sinon tout le monde y arriverait et tout le monde serait en bonne santé. Je pense qu'il faut aussi le dire. Mais le but du jeu, c'est que ça perdure dans le temps, donc c'est que la personne trouve, et c'est ça le but, nous, en tant que professionnels de santé, c'est qu'on accompagne la personne dans son objectif, dans son projet, pour qu'elle le maintienne jusqu'à la fin de sa vie, en fait. Et en effet, une personne à 75 ans, qui a 2 ou 3 kilos de trop, qui se bat contre ces kilos, je peux aussi avoir ce discours de dire, écoutez, vous êtes en bonne santé, il n'y a pas de diabète, il n'y a pas de cholestérol, vous allez bien, ok, vous avez 3 kilos qui vous embêtent, maintenant, il faut peser le pour et le contre. On peut arriver à les perdre, mais il va falloir enlever ça, ça, ça. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Est-ce que vous êtes capable de le tenir? Et là, c'est un échange et un deal, et des moments, les personnes disent, bon, ok, peut-être qu'en fait... j'accepte aussi que mon corps change, et ça je pense que c'est le plus dur, et j'en ai reparlé encore ce week-end avec une amie, et encore plus quand on a fait du sport, c'est de voir son corps changer alors qu'on maintient toujours une activité physique, mais que nos hormones sont là, qu'on prend de l'âge et qu'on a un corps qui change, et d'accepter que le corps change, et que je vous dis une bêtise, 65 kilos à 30 ans, c'est pas les mêmes que 65 à 70 ans, quoi. Bien sûr. Et c'est ça aussi qui est un peu compliqué. Peut-être, du coup, orienter vers d'autres professions qui vont t'aider à comprendre pourquoi ces 3 kilos en trop, ils t'embêtent, quoi, tu vois. Parce que bon, peut-être que toi, une fois que tu as tous les curseurs en face, tu te dis, bah ouais, mec, madame, t'es en super bonne santé, ces 3 kilos-là, ils changeront rien à ta vie. Pourquoi est-ce que vraiment tu veux les perdre?
Et si c'est une question de mon reflet dans le miroir, de tout ça, bon, bah là, c'est un autre discours. Et à la fois, chacun a aussi le droit de vouloir avoir un corps dans lequel il se sent bien, Carrément. même si sur le papier, il n'a pas à perdre ce poids-là. Ça, il n'y a aucun jugement. Et moi, je leur dis, on va tout faire pour. Par contre, moi, je ne vous mets pas en danger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne vous ferai pas manger 800 calories par jour. Ouais. C'est négatif. Oui, bien sûr. Vous allez voir quelqu'un d'autre si vous voulez, mais moi, je ne prends pas cette décision-là, quoi. Gros adepte du 80-20 sur ce podcast, tu vois. Ouais, c'est exactement 80% du temps, vous tenez votre rythme, et 20% du temps, Exactement. ça correspond à un jour et demi par semaine, ou un resto, une soirée. Exactement. Un Ce truc, qui est dangereux ou délétère pour la santé, je dirais pas jusqu'à dangereux, mais ou pour le poids, c'est pas le restaurant du dimanche. À part si vraiment vous mangez comme 4 au restaurant. Ouais. C'est tous les jours l'accumulation d'erreurs. Mm. En fait, c'est ça. Quelques petites questions en vrac. Oui. À quel moment je commence à adapter mon alimentation? Si je veux Par rapport à la prévenir ménopause les deux. Et le Si je veux vieillissement prévenir vieillissement et ménopause. T'as le droit de me dire à 12 ans. Bah, en fait, il faut faire attention tout au long de sa vie. Et souvent, j'ai quand même le réflexe, souvent j'ai des parents, du coup, des mamans, souvent, qui me disent oui, mais il y a des gâteaux chez moi parce que j'ai des enfants. Et mes enfants, ils n'ont pas de soucis de poids, souvent, ils me disent, ils sont tout minces, ils ont la peau sous les os. J'ai oui, mais souvenez-vous ce que vous m'avez dit au début. Vous, comment vous étiez à 15 ans? Pareil que. Et c'est là, ils vont te dire, ah ouais. Je dis donc en fait, en effet, les bonnes habitudes, c'est dès le départ. Après, il y a des marges en fonction de quelqu'un qui a plus ou moins d'activité phisique. Ouais. Mais c'est dès le départ. Après, souvent, pour les femmes, tu as aussi les grossesses. Ouais. Donc il y a des personnes qui anticipent aussi leur grossesse, qui veulent perdre, enfin des femmes qui veulent perdre du poids avant leur grossesse. Donc tu as aussi ce facteur-là. Moi, j'ai envie de dire, et pour prendre de l'âge aussi, à partir de 30 ans, il faut commencer à regarder quand même. Parce qu'il y a vraiment, je trouve qu'il y a vraiment un switch à partir de 30 ans. Ouais, ok. S'il y a une chose que tu devais relever que les gens font trop tard? Du sport. Ah ouais. Ouais. Ils se rendent compte trop tard que c'est bien pour il fallait s'y mettre. Ou en fait, ce qui se passe aussi, c'est que souvent, tu as des gens qui ont été très sportifs, la vie a fait, et souvent les femmes encore, je suis tout là-dedans, mais les grossesses, ou devenir papa pour les hommes. Et donc là, tu mets le sport derrière. Et puis là, on arrête le sport total, on prend du poids, et après, pour s'y remettre, c'est plus compliqué. Ouais. Donc, et puis pour les femmes, la muscu. Ouais, ou renforcement avec un peu de poids. Ce qui est de plus en plus, moi je vois, et ce qui se développe beaucoup dans la région, mais ailleurs, c'est les maisons de santé et les APA, donc activité physique adaptée, sur des femmes qui peuvent avoir des pathologies ou des douleurs. On leur dit pas, allez dans une salle de muscu et pousser 100 kilos au squat, quoi. Ouais, non, bien sûr. On leur dit, soit... Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Bien sûr. Et soit passer par des kinés ou des APA, et c'est du sport sur ordonnance maintenant qui se fait, et je trouve ça génial parce que c'est encadré et les personnes ne se font pas mal. Parce que combien j'ai de personnes aussi, tu peux pas dire à une personne de 110 kilos aller courir. Non. Carrément. Physiquement, il y en a qui le font, encore une fois, mais au niveau des articulations, c'est pas possible. Ouais, tu peux pas dire à quelqu'un de 110 surtout kilos... si tu reviens de j'ai pas rien fait pendant longtemps. Tu peux pas. Donc je pense que le sport, c'est un débat en France, n'est pas une priorité. Et il faudrait mettre le sport comme des rendez-vous médicaux et s'organiser. Et ça, bon, après, c'est l'organisation de vie à deux avec des enfants, c'est autre chose. Ouais. Mais je pense que du temps, on en a tous un peu. Ouais. Mais tu vois, il faut juste bien s'organiser. Si tu as pris l'habitude, c'est un vieil épisode du podcast, mais qui est trop bien. Si tu as pris l'habitude de faire 5 minutes de burpees, parce que c'est les seules 5 minutes que j'aurai aujourd'hui dans la journée, et pas à l'inverse de dire j'ai pas 1 heure pour aller à la salle, m'échauffer, faire ma séance, revenir, parce que tu as le schéma qui était mon cas avant, de me dire en fait si j'ai pas 1 heure, ça sert à rien que je m'entraîne. Donc en fait le jour où tu as des enfants, et des 1 heure que pour toi, il y en aura peut-être pas beaucoup. Donc tu vas sauter 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu vas passer de je fais du sport tous les jours à je fais du sport 1 fois par semaine le dimanche, tu vois. Exactement. Et en fait c'est là que c'est plus dur de repartir, alors que si tu as pris l'habitude de faire, c'est quoi là ce matin, attends, j'ai 5 minutes, je vais faire 5 minutes de squat, tu vois. Ou là j'ai un quart d'heure, je vais mettre mes baskets et je vais aller faire le tour du pâté de maison, tu vois. Peut-être qu'à la fin de la journée, en cumulant tout ça, on arrive à 30 minutes, tu vois, ou 1 heure.
Et peut-être que si juste on s'était dit, bon bah je zappe, bah au final on fait plus rien. Toi, tu vois, c'est drôle, ma montre, elle me dit de bouger. Elle te dit, ça fait trop longtemps que t'es Ça assise. fait trop longtemps que t'es assise. Mais oui, c'est... Si je dois repartir de cet épisode avec 3 choses à garder en priorité de tout ce qu'on a dit, parce qu'on a dit plein de choses, si tu devais... j'ai dit 3, si tu veux m'en garder 2 ou 4, je t'en voudrais pas, tu vois, mais si je dois synthétiser cet épisode et me dire, ok, j'ai 3 conseils principaux à garder. Je vais remettre une couche sur le sport. Ouais. Ça, il faut commencer, en tout cas sport ou activité physique. Un maximum s'organiser pour faire du sport et maintenir sur le long terme. Et après, c'est prévenir. C'est prévenir la ménopause, c'est prévenir le vieillissement dans l'assiette. C'est prendre 1 heure pour aller voir, en effet, un diététicien ou une diététicienne spécialisée ou non dans la ménopause ou ce genre de problématiques. Pour le souci... j'ai fait un autre podcast l'autre jour et c'est ce que je dis, c'est que manger, tout le monde le fait 3-4 fois par jour et du coup tout le monde a son mot à dire. C'est-à-dire que moi j'ai tellement de femmes qui arrivent et qui me disent oui mais on m'a dit que oui mais j'ai arrêté ça par... Et je dis mais non mais je vous ai pas dit ça, écoutez-moi s'il vous plaît. Donc en fait tout le monde a son mot à dire, donc c'est prendre 1 heure de son temps et aller vers quelqu'un qui sait vraiment de quoi il parle. C'est comme pour le sport, moi j'ai été sportive de haut niveau, je fais pas mes programmations seule. On me demande, je dis vous allez voir quelqu'un, je prends pas ce rôle-là même si je m'y connais, c'est pas mon métier en fait. Donc c'est prévenir et c'est anticiper pour vivre au mieux cette période de vie dans l'assiette. Tout simplement. Ok. Ça fait pas 2 conseils? Ça fait 2, mais ils sont tellement larges que moi je trouve que ce qu'on mange et son corps, on n'en a qu'un. Ouais. Et même s'il change et que des moments, et souvent on n'est pas d'accord avec son corps, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a, il faut quand même en prendre soin et ça passe par ça, quoi. Je te rajoute un conseil et je vais cibler mon conseil sur messieurs. Je sais que j'ai fait un épisode il y a pas longtemps sur le cycle menstruel et tout. Oui. Là, peut-être qu'il y en a qui vont voir ménopause, qui vont se dire... Je sais que pour nous, c'est compliqué parce que c'est des choses qui se passent dans le corps. Moi, quand ma copine elle a ses règles, je comprends pas. Tu vois. Elle me dit j'ai mal au ventre, mais, et tu lui dis mais c'est quoi comme douleur? C'est pas explicable, tu vois, parce que en plus c'est pas mon ventre, j'ai mal. Donc nous garçons, on comprend pas toujours ce que la fille ressent hormonalement, émotionnellement, etc. Donc mon conseil, si je lui en donne un 3e à la fin de cet épisode, c'est de vous y intéresser le plus tôt possible, parce que le moment où votre copine elle est dans son cycle, et ça veut dire qu'on fera des erreurs, ça veut dire qu'il y a des fois on posera 3 fois la même question et on va se faire renvoyer de l'autre côté de la part et on se dira putain mais je comprends pas pourquoi elle me parle comme ça aujourd'hui alors qu'hier elle était gentille avec moi. Il y a des moments où on fera des erreurs, mais plus tôt on s'y intéresse, plus tôt on arrive à comprendre tout ce qui se passe dans le corps de nos mamans, nos femmes et plus tard nos enfants, nos filles, tu vois, plus ce sera facile de les accompagner. Et moi j'aime bien des fois happy wife, happy life, tu vois. Si moi j'arrive à comprendre ce qu'elle vit et à comprendre tel jour, et pourtant je le dis et c'est dur, j'essaye, il y a des jours où attends, on est à quel moment du cycle, je me rappelle plus. Il faut pas hésiter à poser des questions, parce que c'est pas un sujet, en effet, c'est comme alors vous avez moins de variations hormonales, mais il y a des choses qui se passent dans votre corps aussi. Vous avez des sentiments comme tout le monde, des hormones comme tout le monde. On parle beaucoup du côté féminin, de la charge mentale féminine, tout ça, parce que il y a plus de travail, on va dire, à faire sur ça, sans exclure votre partie. Mais je pense qu'il faut, en tant qu'homme, il faut s'intéresser en effet, c'est quoi un cycle, pareil. Je pense que faire la différence entre cycle et règle, demander à un homme, mais en fait, c'est quoi un cycle féminin ? Je pense qu'il y en a 9 sur 10 qui ne savent pas. Moi, on sait que les règles, c'est tous les mois, et c'est tout. Je pense que ça s'arrête là. Moi, j'ai appris le mot lutéal, tu vois, il y a 3 semaines. La phase lutéale. Alors que j'ai 30 ans, tu vois, et j'ai appris ça maintenant. Donc, Et en fait, je pense qu'il faut pas, alors sans tenir un calendrier sur votre agenda, mais il faut pas hésiter à poser des questions de comment votre conjointe vit ses règles, ce qu'elle a besoin à ce moment-là. Et nous aussi, on a une part du travail, peut-être des moments à souffler un petit coup et se dire que vous ne pouvez pas non plus être à notre place. Mais voilà, c'est s'intéresser, savoir un petit peu ce qui se passe, comprendre.
Et même si, en effet, vous n'êtes pas à notre place, mais vous pouvez être d'une grande aide. Oui, voilà. Vraiment. C'est ça. C'est qu'on se rend pas compte à quel point on peut rendre la journée vachement mieux ou la rendre. En fait, on peut des petites choses qui nous paraissent une petite question, un truc. Ouais. En fait, ça peut paraître hyper relou. Alors qu'au contraire, on peut aussi rendre la journée tellement facile. Après, si tout est fait simple. avec bienveillance, tout va bien. Ouais, voilà. Je pense que sur le long terme, votre conjointe, elle se rend compte que vous y mettez du vôtre et que vous êtes pas, vous fermez pas les yeux sur tout ce qui se passe. Quoi. Mais il faudrait que tu fasses un épisode sur l'andropause. Ah, mais il y a trop de. Avec peut-être un sujet, médecin spécialisé, parce que alors, niveau alimentation, voilà, mais vous avez une petite ménopause, les garçons, quand même. C'est vrai. Il se passe des choses à 50 ans. C'est vrai que c'est plus facile de trouver des sujets féminins, au final. Tu vois, j'aimerais faire un épisode sur sport autour de la grossesse, pareil. J'aimerais bien trouver une fille qui est coach et avec qui parler de sport grossesse, tu vois. Mais c'est vrai que pour nous, je cherche d'ailleurs, je repasse le message, mais je cherche un psy masculin. J'adorerais recevoir un psy homme pour parler justement de problématiques plutôt masculines, tu vois. Rapport au père, rapport à la performance, rapport à tout ça qui sont quand même, pour en parler avec ma psy à moi, qui est une femme, bah, c'est des problématiques qui sont très masculines, tu vois, basées sur des patients masculins. Donc, dur de trouver, mais je cherche. Je vais finir par trouver. Merci beaucoup, Léonore. Ben, merci à toi. Trop intéressant. Si quelqu'un a écouté cet épisode et s'est dit j'ai adoré tout ce qu'elle m'a raconté, où est-ce qu'on peut en savoir plus, te retrouver, te chercher, te stalker moi, je suis sur Instagram au nom de Diète et Forme. Ouais. Diète-du-8 et -du-8 Forme. Et sinon, pour tout ce qui est prise de rendez-vous sur Doctolib. Tu fais Léonore. En distance aussi Je peux faire visio. Et après, donc moi, je suis sur la côte basque, donc Boucaux et Pérorat dans les Landes. Ok. Bon, de toute façon, il y aura les liens cliquables. Donc, si vous regardez en description de l'épisode, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube, normalement, vous pouvez cliquer. Je rappelle avant de terminer l'épisode que si vous voulez le soutenir pour que j'arrête de bosser, que je fasse que ça, il y a 3 manières de le faire. La première, c'est de laisser un avis ou un commentaire sur Spotify. C'est le seul moyen de faire remonter un podcast dans les classements. Je le dis à chaque fois, mais c'est de laisser un avis ou un commentaire. Deuxième moyen, c'est de partager cet épisode. Soit vous copiez-collez, vous mettez en story quand vous partez courir ou quand vous êtes dans la salle d'attente à l'aéroport en train d'attendre votre avion ou quoi. Ou alors vous envoyez le lien directement à votre copine qui a 45 ans et qui se rapproche un peu de la période, ou à votre père qui en a 70 et qui est en plein dans cette période de vieillissement, ou à quelqu'un qui en a 30 et qui veut prévenir dès maintenant. Donc voilà, vous partagez cet épisode. Et le troisième moyen, c'est rejoindre le compte Instagram, donc c'est @whatthehealth le podcast, tout attaché en minuscule. Donc voilà, vous y allez. En général, j'annonce les prochains épisodes, il y a les teasings, il y a des petits formats courts, il y a des résumés de certains concepts qu'on a vus dans certains épisodes. Donc voilà. Puis de manière générale, c'est la communauté qui se construit à cet endroit-là, quoi. Vous faites un des 3, c'est génial. Vous faites les 3, je vous invite au resto. Voilà, je peux pas dire autrement, c'est pépite. Il y a des gens qui m'ont déjà dit moi j'ai fait les 3, tu m'as pas invité. Donc écrivez-moi et on va manger ensemble avec plaisir. Voilà, merci beaucoup Léonore. Merci à toi. Et on se dit à très vite du coup pour le 82e épisode de What the Health. J'espère que le son a été bon. De toute façon, si vous en êtes là de l'épisode, c'est que c'était bon. C'est que ça a marché. Allez, merci beaucoup à tout le monde et puis à très vite.